Vous êtes sur BB24, la chaîne du développement. Bienvenue dans le 1245. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. Des efforts salués ce 19 août à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. On en parle dans ce journal. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes Béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Nous irons à la découverte de ces jeunes entrepreneurs. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Ce 19 août, le monde entier rend hommage à celles et ceux qui font face au danger et à l'adversité pour aider les autres. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Tout comme le Covid-19, l'urgence climatique fait aussi des ravages dans le monde entier, à une échelle que les personnes en première ligne et la communauté internationale ne peuvent gérer. Dans la course contre la crise climatique, l'Organisation internationale des migrations nous invite à tous lutter contre les conflits et à réduire la menace des catastrophes naturelles, nous dit Patrick Adiabodjou. Chaque 19 août, la Journée internationale de l'aide humanitaire est en partie dédiée à la mémoire de tous les travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en essayant de venir en aide aux communautés en détresse. Cette journée internationale honore également ceux qui ont été tués ou blessés en allant au secours de ceux qui étaient dans le besoin, mais également ceux qui manquent d'assistance dans les pays en conflit armé. La date de la Journée mondiale de l'aide humanitaire a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad, en Irak, qui a causé la mort de 22 personnes. Des milliers de personnes font chaque jour preuve de courage et d'altruisme pour porter assistance aux personnes en danger et dans le besoin, alors qu'ils travaillent dans des circonstances extrêmes. Dès 2019, l'action humanitaire est mise à rude preuve par la pandémie de Covid-19. Lorsqu'un virus se répand, c'est une autre menace mortelle qui s'ajoute aux violences, aux bombardements et aux effets dévastateurs des catastrophes naturelles, dont les inondations. Aujourd'hui, la plupart des campagnes d'action humanitaire sont axées sur la réduction des effets des changements climatiques, l'éradication de Covid-19 et la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire. L'ampleur de ces multiples crises dépasse la capacité d'un seul individu à les résoudre. Elles ne peuvent être résolues que grâce aux efforts de l'ensemble de l'humanité. Présent à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denayon et Nadège Omolade Sani sont allés à la rencontre de ces deux jeunes entrepreneurs. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, de passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500, 3000, un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement
Et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu le souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Madame, Monsieur, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbaongba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Nadège Omon-Ladessani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Voyons à présent, en moins de 3 minutes chrono, de quoi retourne le reste de l'actualité nationale. La Nation en bref est présentée par Émile Azokota. L'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 est désormais faite aux agents de la police républicaine. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les agents des forces de police républicaines sont invités à aller se faire vacciner sans délai dans tous les différents postes de vaccination. C'est ce qu'a indiqué un message radio-téléphonique signé du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Selon le DGPR, le statut vaccinal est un critère obligatoire de mise en stage
voyage ou de départ en mission à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, le constat montre que la sensibilisation fait progressivement place à l'obligation à la vaccination face à l'augmentation des cas de contamination au Covid-19. Depuis lundi dernier et ce jusqu'au vendredi prochain, les nouveaux bacheliers vont s'informer sur les filières de formation disponibles dans les universités publiques ainsi que leurs débouchés possibles. Ils seront également informés sur les conditions académiques d'admission et sur l'opération des choix de filières en cours sur la plateforme. Les séances d'orientation se tiendront dans les universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements. L'orientation, initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur, s'inscrit dans le cadre de l'admission des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. La commune d'Alada, située dans le département de l'Atlantique, a désormais un centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a procédé à sa mise en service lundi dernier. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, le centre d'accueil et de transit des enfants d'Alada est équipé en matériel et ressources humaines. Selon la ministre, la mise en service du centre d'Alada vient renforcer le système de protection de l'enfant du département. Hors du Bénin, le Ghana a inauguré une usine de transformation de tomates. Cette usine est dotée d'une capacité installée de traitement de 40 000 tonnes de tomates fraîches par an. Elle dépendra pour son approvisionnement d'une plantation de 971 hectares ainsi que d'un réseau de producteurs indépendants regroupant 2000 exploitants dans les régions d'Ahafo et de Bono. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental One District, One Factory, lancé en 2016, a pour objectif d'accroître la valeur ajoutée de la filière tomate. Il devrait également réduire les pertes post-récolte en fournissant un débouché d'écoulement sûr, en formant les agriculteurs aux bonnes pratiques culturelles et en augmentant les revenus des producteurs locaux qui, jusqu'ici, bradaient leur stock sur les marchés. Toujours à l'international, nous nous rendons à Dakar au Sénégal, où le célèbre marché Sandaga est en cours de démolition. Bâti en 1935, ce site est devenu au fil du temps une véritable institution dans la capitale sénégalaise, mais les années aussi l'ont usé. Le voulant plus dit, la mairie a toujours plaidé pour sa réfection. Ce projet a été lancé avant-hier soir à la surprise générale. Voici le constat de France 24. Le marché Sandaga a été construit au milieu des années 30. Le Sénégal n'était pas encore indépendant. Il est devenu au fil des années l'une des plus importantes places commerciales de la capitale et l'un des symboles architecturaux de la ville. Depuis le début des années 2010, il a connu une série d'incendies qui ont menacé la structure du bâtiment, qui menaçaient de s'effondrer. Le bâtiment a été finalement évacué en août 2020. Le début des opérations de démolition a choqué, voire surpris une bonne partie de l'opinion qui estime qu'avec sa démolition, c'est une partie de l'histoire du Sénégal qui est en passe d'être effacée. Des architectes estiment qu'il était possible de restaurer le bâtiment, des arguments balayés par la municipalité de Dakar Plateau en charge de la reconstruction du bâtiment. Vu l'état de ce bâtiment, ce bâtiment ne pouvait pas être vraiment rénové. On a fait des sondages, on a amené des experts et qu'ils ont constaté que ce bâtiment n'est pas à réhabiliter. C'est un bâtiment à reprendre à l'identique, à neuf. La municipalité de Dakar Plateau précise qu'après la démolition de ce bâtiment, le marché sera reconstruit à l'identique pour un coût de 7 milliards de francs CFA et la durée des travaux est prévue pour 2 ans. C'est la fin de cette session d'information que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.